savoir. Et pour avoir le savoir, il faut se cultiver. Pour se cultiver, il faut des hommes. Pour trouver des hommes, il faut trouver des lettres. Et quand on a ces lettres et qu'on les met noir sur blanc, on devient écrivain. C'est à partir de cette rime que je reçois, pas l'homme politique, mais l'écrivain. Parce qu'il est aussi docteur en lettres modernes, Boga Sako, l'écrivain. Bonjour. Bonjour, cher ami. Ça va? Ça va très bien, merci. Alors, les droits de l'homme à l'épreuve, cas de la crise ivoirienne du 19 septembre 2002, sorti à l'Armatan, Paris, en 2007. L'Afrique, liberté. Il a mis S à liberté, il va nous dire pourquoi. Conditions pour une Afrique libre et émergente. Édition universitaire européenne en Allemagne, c'est le tout dernier ouvrage que nous n'avons pas. Nous avons ici Je suis noir et j'aime le manioc. Il fait la réplique à un autre écrivain qui avait dit Je suis noir et j'aime pas le manioc. Et toujours docteur Sako Gervin, Mon combat pour les droits et les libertés. Et enfin, la guerre d'Abidjan n'aurait jamais dû avoir lieu, docteur Sako. Par terre d'ouvrage. Ça, c'est l'homme de lettres. Ben, comment il arrive à dormir? Mais j'avoue que chaque jour, un roman, quasiment chaque... Oui, parce que, en fait, si tous ces ouvrages sont inspirés vraiment par la situation de notre pays. Donc c'est vrai que, comme annoncé tantôt, tu reçois sur ton plateau l'homme des lettres, mais je ne suis pas un écrivain classique. Heureusement d'ailleurs, je suis enseignant des lettres à l'université, mais je ne suis pas un écrivain classique en ce sens que je ne suis pas tout à fait prêt encore pour écrire des romans. J'écris plutôt des livres engagés. C'est pour ça que je suis écrivain essayiste. C'est-à-dire que j'écris des essais dans lesquels je prends position. Parce que finalement, dans la crise ivoirienne, je me suis déterminé. J'ai pris position. Et ce sont ces positions-là qui m'ont amené à réfléchir, non seulement sur la situation de la Côte d'Ivoire, mais toute l'Afrique, et à essayer de critiquer pour que l'Afrique s'améliore et qu'elle change. C'est en fait ça, les 5 livres que j'ai écrits pour l'instant, mais je sais qu'il y en a bien d'autres d'ailleurs. Ça ne t'arrive jamais. Hein? Ah non, pas du tout. Autant que la situation de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire tangue, mais ça nous inspire. Les droits de l'homme à l'épreuve, cas de la crise ivoirienne du 19 septembre 2002. Ah oui, parce que j'ai vécu la crise de 2002. Je l'ai vécue et il me fallait la décrire. Mais surtout sous l'angle du militant des droits de l'homme. Parce que les droits de l'homme ont été à l'épreuve, de façon pragmatique, de façon concrète. Les gens prennent les armes contre la République, mais on ne touche même pas aux dirigeants de la République. Et ce sont les pauvres populations qui en bâtissent. À Boaké, où nous étions, la ville de Boaké était divisée en deux. Il y avait la zone un peu du sud et la zone du nord, c'est-à-dire que la partie qui est... la physionomie de la Côte d'Ivoire. Exactement. Et dans Puisque la Côte d'Ivoire, jusque-là, elle est toujours divisée. On n'en parle pas, mais elle est parfaitement. Elle est toujours divisée. Et quand vous lisez ce livre, vous voyez que j'ai exactement décrit ce qu'on a vécu dans Boaké, c'est ce qui s'est passé au plan national. C'est-à-dire que les zones des quartiers comme Dar es Salaam et tous ces quartiers des populations du nord étaient protégées parce que la rébellion y était basée. Et vers Boukro, comment on appelle ça? Ça fait tellement longtemps, j'ai oublié. Oh là là, mon Boaké qui m'a vu étudiant. Donc, toute cette zone-là. Boaké est devenu aujourd'hui le Soudan, hein, ça c'est un reporter français qui est parti. Oui. Et il connaissait Boaké avant la rébellion. Si. Et il est retourné après la rébellion. Oui. Et il arrive, c'est des mototaxis, c'est... Mais ça changeait tout. Et donc, nous, tous les fonctionnaires qui sont dans les quartiers, surtout dans les quartiers résidentiels et tout ça, toute cette zone ont été pris en otage. Alors que de l'autre côté, il y avait les boulangeries qui fonctionnaient et tout. Nous, on était privés de nourriture pendant un certain temps, tant que la rébellion était là. Et c'est ce que j'ai essayé de décrire dans ce livre, jusqu'à ce qu'on soit contraint finalement de sortir. Et quelque part, même dans le livre aussi, j'envoie une pique un peu au gouvernement. À l'époque, le ministre de la Défense, M. Lida Kouassi, et tous, on avait dit que la Côte d'Ivoire devait être libérée autour du mois d'octobre. Je me rappelle, octobre, je parle de 2002.
Oui, ça peut donner une bouffée d'oxygène. Voilà, mais c'était une erreur grave parce que ça avait encouragé les populations, les patriotes, ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, à se libérer un peu. Et en ce moment-là, j'avoue que malheureusement les rebelles ne nous ont pas fait cadeau lorsque l'armée régulière qui était entrée à Bouaké n'a pas réussi à mener le combat et ils ont dû rebrousser chemin. En ce moment, on a été livré davantage jusqu'à ce qu'on soit contraint de sortir de Bouaké dans la brousse avec nos étudiants. Donc voilà un peu la réalité de Bouaké que j'exprime dans le premier livre que l'Harmattan a publié en France et donc pour que ça reste écrit. Parce que n'oubliez pas, les Occidentaux ont pour coutume d'écrire l'histoire de l'Afrique. Et je pense que si l'Afrique a fait des fils, il faut que nous mettions le talent de nos études à la disposition de notre continent pour qu'on puisse écrire ce qui se passe chez nous plutôt que de laisser l'occidental tronquer l'histoire de notre Afrique. Mon combat pour les droits et les libertés, Dr Bogassako Chefé. Voilà un ouvrage que j'ai dans ma main. Oui. Et bien écrit. Merci. Et bon, la République pro-Ouattara en Côte d'Ivoire, pourquoi ai-je toujours considéré le règne de M. Ouattara tel une dictature en gestation qu'il fallait dénoncer? Oui, ça c'est dans le combat pour les libertés. Exactement, les droits et les libertés. C'est-à-dire que... Quelqu'un me disait, quelqu'un me disait qu'il y a 2 ou 3 personnes qui vivent en France. Le jour où Ouattara les répond quelque part, eh bien, le premier tire. Il y a un certain Joalitien, un certain Boga Sako, et puis le troisième, je ne dis pas son nom pour faire sa publicité. Il faut que nous, on cherche à se mettre dans la on va le livrer à la partie. Donc, alors... non, mais c'est une belle image, sauf que, vous savez, M. Ouattara, en tant que chef d'État, et tous ceux qui pensent comme lui doivent comprendre une chose, c'est que les intellectuels, excusez-moi, mais je vais être assez dur, ils n'ont rien à cirer avec vos postes. Un intellectuel, il réfléchit, il analyse. Un président qui ne veut pas qu'on le critique, il ne faut pas qu'il cherche à être président. Mais cet intellectuel ivoirien, là, il faut m'excuser du peu, mais il est passé à côté de la plaque. Oui, mais je parle, puisque dans l'entame... Ils ont tous exactement la responsabilité. Tout à fait, mais comme tu nous as ciblé, toi et moi, plus un troisième oui, tout à fait. Plus un troisième que tu n'as pas désigné, je voudrais dire que notre rôle, c'est ce qu'on a étudié, la critique, l'analyse, la proposition. Et un président, un bon, il accepte même les critiques de l'opposition, en ce sens que tu peux lui apporter quelque chose. C'est ce que font les Occidentaux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. C'est comme ça qu'un président devient fort. Mais lorsque tu es là et que tu penses que ta pensée est infuse, tu as la vérité absolue, mais tu te trompes, tu n'es pas Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui puisse considérer que lui, sa parole, elle est unique. Mais toi, tu es un être humain, un pécheur. Ça, c'est contre Ouattara. Oui, lui et tous ceux qui gouvernent comme lui, avec la dictature. Voilà, et c'est un peu ça. Donc dans ce livre, l'extrait que tu as lu, c'est pour dire un peu que tout ce qu'il a fait pendant ces 10 années finalement, ce serait une sorte de dictature en gestation. C'est-à-dire que le chef de l'État a parlé, personne ne dit mot. Dès que vous parlez, on vous prend, on vous met en prison. Si ce n'est pas la prison, c'est l'exil. Et puis maintenant, un seigneur, il vient, il prend une ordonnance. Oui, la j'amnistie les prisonniers, c'est moi le roi. On aurait dû prendre une loi d'amnistie. Quand on est dans un état de droit, ce n'est pas le souverain qui décide, c'est le peuple qui décide. Le Parlement. Dans ce livre, Dr Gervais parle des origines et du sens de son patriotisme et de son engagement dans la résistance et dans le combat pour la souveraineté, pour les libertés et les droits de l'homme, des humains que nous sommes, nous aussi, peuple d'Afrique. Engagement qu'il a toujours considéré comme une vocation, comme une pure grâce de Dieu. Lui aussi parle de Dieu. Il parle des raisons de son exil, de sa nouvelle vie, loin de sa terre natale, loin de son pays, la Côte d'Ivoire qu'il aime tant, dit-il. J'aime tellement mon pays et que je suis prêt, je suis vraiment prêt pour mon pays. Au risque même de périr, peu importe, mais je vais exprimer mon amour pour ma patrie, mon amour pour ma Côte d'Ivoire. Un livre à lire absolument, je vous le recommande. Alors, quand on a fini, on aurait dû même parler des autres ouvrages. La guerre d'Abidjan, elle n'aurait pas dû avoir lieu. Oui, elle a eu lieu.
Hélas, 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 oui, hélas. Et c'est pour cela qu'en même temps qu'elle a eu lieu, on cherche maintenant des portes de sortie. C'est-à-dire que si on est d'accord qu'elle n'aurait jamais dû avoir lieu, parce que M. Nicolas Sarkozy en a trop fait, deux personnalités se réclamant d'un même pays se disent vainqueurs d'une élection. Il faut trouver une formule. Ce n'est pas les armes. On ne bombarde pas un camp pour préserver l'autre et imposer l'autre. Ce n'est pas la démocratie. Et l'autre pays, on déporte un. Voilà. Dans une prison liée pour lui. Exactement. Et ça... Et c'est un combat que oui. Même je ne suis pas FPI. Tout à fait, on n'a pas besoin. Je suis ivoirien, je suis africain. Mais tu le dénonces. Ce qui ne va pas, il faut le dire. Bien sûr. Véhémence. Oui, il fallait jamais. On n'aurait pas. On n'aurait jamais dû. On n'aurait jamais dû. Et puis c'est une insulte à l'Afrique. Mais en Afrique, on a des bons avocats, on a des bons magistrats. Mais on a aussi Et c'est ce que j'ai aimé dans l'affaire Hissène Habré. Lorsque l'Union africaine et la CEDEAO ont décidé de juger Hissène Habré, qui est intentionnel, un dictateur, au Sénégal. On aurait pu s'indiquer qu'il faut que l'Afrique, à un moment donné, montre aux Occidentaux aussi qu'elle a eu des fils qui sont allés à l'école occidentale et qui ont les compétences pour juger des chefs d'État qui sont fautifs, etc. Il ne faut pas nous infantiliser chaque fois qu'on a des problèmes, appeler l'Occident au secours. C'est-à-dire que c'est... Entre Ouattara et Gbagbo, qui est bon, qui ne l'est pas? Drôle de question. Il ne s'agit pas de la bonté au sens des valeurs. Qui aime la Côte d'Ivoire, qui aime son peuple, Ah non, de ce point de vue, non, il n'y a même pas de comparaison. Moi, je suis fasciné par le parcours du président Laurent Gbagbo. Et c'est pour cela que... Il n'est pas si simple. Non. Et c'est pour cela que ceux qui le déifient, ceux qui pensent qu'il est Dieu, ils se trompent. Moi, je ne serai pas de cela. La preuve, M. Etienne, vous me connaissez, vous savez que j'ai critiqué le président Laurent Gbagbo quand il était au pouvoir. Mais ce qu'il a de différent des autres, notamment M. Ouattara, c'est qu'il a l'amour du pays. Parce que quand on aime son pays, on le sait. J'ai été fasciné par une chose quand il est allé à la Cour pénale internationale. Ce monsieur-là, la Cour pénale dit, on va fouiller pour voir un peu ses comptes, un peu comme font la plupart des chefs d'État africains, où sont les comptes, où il a déposé tout son argent. Quand la CPI enquête, quand tous les chefs d'État, Sarkozy même, chef d'État français, se mettent à la danse, et qu'on ne trouve rien, aucun compte, je dis, waouh. Voici un président. Pour M. Ouattara, c'est... Non. Je ne fais pas votre procès. Nous sommes en train de parler. Mais nous, on dit que vous possédez en 4 ans près de 27 000 milliards. Oui, c'est-à-dire que l'information est ça. Et il n'a pas démenti. Non seulement il n'a pas encore démenti, mais ce que je veux dire là-dessus, M. Etienne, je te rassure, cher ami, tous ces biens-là, s'ils appartiennent à l'État de Côte d'Ivoire, tôt ou tard, nous allons vérifier. Parce que les gens pensent que quand ils gouvernent, c'est fini. C'est ce qu'ils craignent d'ailleurs. Ah non, il va craindre longtemps. Parce que ça va arriver. En 2020, il s'en ira. Et ceux qui vont arriver, nous allons auditer un peu sa gestion. Tous les comptes dont nous avons connaissance. Parce que quand tu es le président de la République et que ton frère est le président et le ministre des Affaires présidentielles et qui gère les finances, c'est une affaire de famille. Et que ton épouse, toutes les affaires économiques du pays, ses enfants, ses petits-enfants. On casse aujourd'hui des Ivoiriens d'or pour hier. Non. Et puis on veut casser encore des villages. Non. Il y a un point qui va quitter le Congo. Et puis... C'est-à-dire qu'elle a tué. Moi je suis un peu... Souvent, bon, on a beau être chef d'État. C'est une causerie. Non, bien sûr. On a beau être chef d'État, mais parfois il faut aussi apprendre de l'autre. M. Bédié a été président avant M. Ouattara. Quand M. Ouattara arrive, surtout qu'il avait pris à l'époque M. Bédié comme son grand frère, celui qui lui a permis d'être président. Très bien. Mais M. Bédié a fait quelque chose que M. Ouattara aurait pu copier pour le cas de Djamé où il veut casser, faire un 4e pont, je ne sais pas lequel. Il a dédommagé. Il a dédommagé les populations. On se rappelle même le fameux, ce beau maquis. Oui, un maquis qui est la bâche bleue. La bâche bleue. Non, je suis bien ivoirien par rapport à toi quand même. Tu es un peu français. Oui, c'est une façon de dire. Oui, tout à fait. Donc, pour dire que même ce maquis-là, par exemple, tout le monde, toutes les populations, si bien qu'elles n'étaient pas tout à fait d'accord que l'État vienne prendre leur maison, mais au moins avec le dédommagement, tu es recasé comme il se doit. Quand tu veux faire ça, il faut trouver les populations. C'est-à-dire qu'il ne faut pas agir comme un dictateur. Le pays ne t'appartient pas. Les populations ne sont pas obligées de te subir. Parce que, écoute, et je vais finir par là, un président, il n'est rien. C'est le peuple qui te fait. Alors, la guerre n'aurait pas dû avoir lieu
Bon, pour ceux qui ont peur de lire, n'ayez pas peur, il est volumineux certes, mais il est beaucoup illustré, il y a des photos. Oui, très bien, oui, parce que voilà, c'est la crise de 2010. Oui, et en fait, ce livre est parti d'un rapport d'enquête que la FIDOP avait amené avant que je ne vienne en exil. Mes collaborateurs, nos assistants étaient dans le pays, ils ont surveillé les deux élections, le premier tour, le deuxième tour, et ce sont tous ces rapports-là. En partant du pays, en fuyant, j'avais quand même les références, les disquettes et tout. Donc, arrivant en Europe, j'ai pu sortir cela pour que le monde entier sache. Parce qu'en fait, c'est ça notre mission d'exil. Il faut que le monde entier sache ce qui s'est passé en 2010. Et comment vous vivez cet exil-là? Très difficilement, mais Dieu merci. Bon, il n'y a pas de week-end où je suis. Même en hiver, vous transpirez. Ben oui, je n'ai pas le temps de souffrir parce que Dieu fait grâce. Je suis toujours sollicité par les compatriotes partout en Europe et aux États-Unis. Et j'ai un passeport de réfugié politique qui me permet de parcourir le monde. Et aujourd'hui, je suis heureux. Quand je vois mon embargo dehors, je dis, oh Dieu merci, tu nous as exaucé quelque part. Tous les prisonniers sortis. Un petit mot pour elle? Oui, elle sait très bien combien de fois nous l'admirons. Elle sait ce qu'elle... Oui, bien sûr, elle le sait. Quand je parle, elle l'entend. Elle sait ce qu'elle représente pour notre pays. On considère que là, vous êtes sur le chemin pour aller lui rendre visite. Là. Donc, oui, j'ai rendu visite à son illustre époux, à La Haye, en 2017, précisément le 17 septembre. Le président de la République, Laurent Gbagbo, m'a fait l'honneur de me recevoir avec Charles Blé-Goudé qui m'avait invité. Et puis la première dame s'est sortie. Nous sommes soulagés parce qu'elle emprisonnée. Non, vous allez la voir. Oui, je vais la voir bientôt. Vous êtes en train d'aller la voir. Oui, je vous salue. Voilà. Madame la première dame, votre combat, il est admirable. Vous êtes une femme admirable. La Côte d'Ivoire vous aime. Mettez ce que vous êtes au profit de la Côte d'Ivoire pour que notre pays, on puisse le recouvrer. Que Dieu vous bénisse. Ayez la force. Et puis, aimons notre pays. Bâtissons ensemble une nouvelle Côte d'Ivoire dans la paix et dans la vraie réconciliation. Je suis noir et j'aime le manioc. Pourquoi le manioc devient une métaphore pour vous qui écrivez ici? Il y a un qui a écrit « Je suis noir, j'aime pas le manioc ». Oui. Et vous apportez la réplique pour dire « Je suis noir, j'aime le manioc ». Oui, le manioc, oui, alors en fait, je pense, et c'est la réplique que j'envoie à Gaston Kellman, qui est un compatriote africain, donc camerounais d'origine. Je ne sais pas s'il acceptera, parce qu'en fait, je suis noir et je n'aime pas le manioc, c'était une façon de refuser ce qu'il est. Sa négritude. De refuser sa négritude. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et c'est pour cela que je lui dis, il faut être fier de ce que tu es. Il faut être fier de tes racines et de tes origines. Et donc, c'est un peu pourquoi je dis, moi, en fait, c'est parce que mon éditeur n'a pas voulu, en réalité, sinon, c'était de dire, je suis nègre et j'en suis fier. C'est-à-dire, il faut qu'on soit fier de ce que nous sommes. Parce que ce sont nos parents. Quand j'entends ça, je dis, mais alors, qu'est-ce que Boga dirait d'une femme noire qu'il a connue noire et qu'il la retrouve 2 ans après Claire? C'est pas bon. Il faut que, si elle est claire, mais qu'elle garde cette beauté-là, le naturel. Parce que, écoute, cette peau-là, elle a sa valeur. Je pose la question parce que tout à l'heure, avant de faire cette émission, tout à fait, vous êtes descendu de la voiture et vous étiez au milieu de deux de mes collègues, mes collaborateurs. Oui. Et puis il y a une dame qui vous suivait en France. Oui. Et j'ai vu son teint mat, elle entretient ce teint et ça. Je ne la courtise pas. Ah non, pas du tout, mais c'est femme d'autrui, de toute façon. Elle a eu ce teint pour une intellectuelle, elle a eu ce teint et je l'ai regardé dans le coin de l'œil, je dis, elle ne voit pas Château Rouge pour prendre les produits, cette dame. Certainement, vous voulez parler de la présidente de la FIDOP France. Oui. Je pense que, en fait, l'image est belle, mais restons ce que nous sommes. Maintenant, n'empêche qu'on peut se rendre beau, on peut s'embellir, mais dans le cas de M. Gaston Kellman, c'est un drame que de régner ses origines, que de régner sa négrité. Parce que nous mourrons nègres, ce que nous sommes. Au contraire, mettons notre négrité au service du monde. Parce que Aimé Césaire l'avait dit, le noir a aussi apporté à ce monde. Parce que nous sommes finalement la plus belle des couleurs. La couleur noire. Qu'est-ce qu'il aime, Bouga? Au sens de... Oui, j'aime les bonnes choses, j'aime la vérité, j'aime la justice. Et puis, en matière de mais j'aime beaucoup le foufou. Je suis un bon dida.
Ça, c'est voilà, c'est ma nature. J'en parle d'ailleurs dans Je suis noir et j'aime le manioc. C'est que je suis fier de ce que je suis. Et je rends hommage à mes parents. Derrière quoi il court? Mais je cours après un monde juste. Et parce que, écoute, on va... C'est de la fiction. Non, on va être de passage sur cette terre. Qu'est-ce qu'on aura laissé? Est-ce que ce sont les milliards, les comptes en banque, les châteaux qu'on a construits, ou alors les valeurs qui vont pérenniser le monde? Quelqu'un me disait que Boga, est-ce qu'il ne cherche pas à être ministre, député, de Divou, la Kota, mais ça, c'est petit. C'est petit. Parce que ceux qui sont ministres, ils sont mieux que moi. Ceux qui sont députés, ils sont mieux que moi. Président de la République. Ça aussi, c'est petit. Parce que ceux qui sont présidents, ils sont mieux que moi. Quand M. Guillaume Soro veut être candidat à la dernière présidence, tu penses que Guillaume Soro est mieux que moi? Moi, j'ai étudié. Oui. Pour être ce que je suis. Lui aussi, il a étudié. Mais je n'ai pas pris les arbres. Pendant qu'on y est. Non, c'est une façon de dire, les postes, c'est une chose. Ça, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et puis moi, je dis, nous sommes tous des citoyens. Étienne, Dr Boga, n'importe qui, on a des compétences. Donc si notre peuple considère qu'à un moment donné, on peut servir notre nation, on le fait. Mais on ne prend pas les armes pour s'imposer à sa nation. Je ne le ferai jamais. Des mots, des larmes, mais aussi de l'amitié, du courage et de la dignité. Boga inspire le respect. Il aspire à la paix. Pour tout homme digne de ce rang et tout homme, toute femme, vous devez emprunter cette dignité-là. Ne vous vendez pas. Si la peau est noire, Dieu sait pourquoi il t'a donné cette peau. Si tu dois vivre par les armes, c'est que c'est pour, n'est-ce pas, la sécurité de ceux qui sont autour de toi. Boga a vécu beaucoup de choses. Aujourd'hui, il les retrace. La seule chose que je lui demande, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des Africains, la famine fait qu'ils ne lisent pas, mais ils préfèrent regarder. Pourquoi ne pas traduire un de ces ouvrages enseignement pour que nous regardions? Boga. Merci. Merci pour cet hommage. Je pense qu'il n'y a pas meilleur hommage. C'est l'une des premières émissions que je réalise avec toi et ton équipe. Mais je suis fier et tu me touches parce que vanité des vanités et tout est vanité, mais j'aurais vécu pour mon peuple. J'aurais vécu pour ma nation. Parce que cet exil, je n'étais pas au pouvoir, je n'étais pas ministre, je n'étais rien. Mais mon pays a été bafoué. Et pour ça, je suis prêt à mourir. Comme tous mes compatriotes. C'est pour ça que je résiste. Bon, pour le moment, il ne faudrait pas qu'on meure. D'après le président Laurent Gbagbo, il faut qu'on attende la fin du film pour voir entre le chef bandit et le brave qui gagnera le combat. Merci, cher frère. Merci beaucoup, Étienne. Merci infiniment.